La savane africaine s'étend à perte de vue sous un ciel orange sang, où l'ancien théâtre de la survie se déroule dans ses plus grands drames. Ici, au cœur des ténèbres et de la lumière, deux forces suprêmes se livrent une guerre éternelle, antérieure à la civilisation humaine elle-même. Une lionne surgit des hautes herbes, sa robe dorée ondulant de muscles tandis qu'elle se déplace avec une précision mortelle. Ses yeux ambrés scrutent l'horizon, ses pupilles se dilatant lorsqu'elle perçoit une odeur qui lui fait froncer les lèvres de dégoût. Derrière elle, trois autres lionnes surgissent de l'ombre, leur formation aussi coordonnée qu'une unité militaire. Mais ils ne sont pas seuls. Au loin, un gloussement perce l'air du soir. Puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que l'atmosphère vibre des cris obsédants du prédateur le plus méconnu d'Afrique. Des hyènes tachetées émergent de leur royaume souterrain, leurs puissantes épaules roulant à chaque pas calculé. Leur chef, une matriarche imposante de près de 90 kilos, fixe de son regard brun intelligent les lions qui approchent. Le vent porte la promesse de la violence. Pendant 60 millions d'années, ces deux dynasties ont régné sur l'Afrique par le sang, la ruse et une détermination sans faille. Ce soir, comme tant d'autres soirs auparavant, elles se retrouveront dans l'arène où seuls les plus forts survivent, où la clémence est un concept étranger et où le vainqueur revendique non seulement un territoire mais le droit même d'exister. La lionne s'arrête, la queue frémissante d'une agressivité à peine contenue. Elle sait ce qui approche. La matriarche hyène s'immobilise, ses mâchoires massives s'entr'ouvrant pour révéler des dents capables de broyer des os d'éléphant. Elle aussi reconnaît son ennemi ancestral. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit territorial. Il ne s'agit pas simplement de nourriture ou de territoire de chasse. Il s'agit de quelque chose de bien plus primordial, inscrit dans l'ADN même des deux espèces. Il s'agit d'une haine si profonde, si instinctive, qu'elle transcende la raison et entre dans le domaine de la pure fureur évolutive. L'herbe ondule entre eux, lourde du parfum d'une bataille imminente. Dans la lumière déclinante, leurs regards se croisent par-dessus la ligne de partage qui sépare leurs espèces depuis la nuit des temps. Deux reines de la nature sauvage africaine, chacune représentant des millions d'années de perfection évolutive, chacune portant sur ses épaules le poids de la survie de leur espèce. Le silence s'étire comme un fil tendu prêt à se rompre. Bienvenue dans la rivalité la plus brutale du monde naturel. Pour comprendre l'ampleur de ce conflit, il faut d'abord explorer ce qui rend ces rencontres si inévitables, si violentes et si fondamentales pour l'écosystème africain. La relation entre lion et hyène n'est pas seulement compétitive, elle est à la fois parasitaire, symbiotique et catastrophiquement destructrice. Imaginez le Serengeti à l'aube. La lumière dorée révèle un paysage peint des séquelles de la chasse nocturne. Une carcasse de zèbre gît à moitié consumée, sa chair encore chaude après la chasse. La troupe qui a abattu ce magnifique herbivore s'est bien nourrie, le ventre rond de satisfaction. Mais tandis que les lions se retirent à l'ombre pour leur repos matinal, des ombres commencent à se déplacer à la périphérie. La première hyène apparaît tel un fantôme matérialisé par la terre. Son nez frémit tandis qu'elle goûte le riche bouquet de viande fraîche et de sang versé. Quelques minutes plus tard, une autre la rejoint, puis une autre encore, jusqu'à ce qu'une douzaine de formes tachetées encerclent la carcasse abandonnée. Leurs puissantes mâchoires s'attaquent rapidement à ce que les lions ont laissé derrière eux, mais ce n'est pas une simple opération de récupération, c'est du vol. La relation entre ces deux prédateurs supérieurs défie les catégories simplistes que les humains utilisent souvent pour comprendre le monde naturel. On parle de prédateurs et de charognards, de chasseurs et d'opportunistes, mais les lions et les hyènes évoluent dans un espace qui transcende ces étiquettes.
Ils sont les plus grands concurrents, les ennemis les plus dangereux et les sources de nourriture les plus fiables, le tout noué dans une relation complexe et sanglante. Une troupe de lions peut tuer un gnou, le nourrir jusqu'à satiété, puis retrouver sa cachette complètement disparue, jusqu'au dernier lambeau de peau et au dernier éclat d'os. Le puissant système digestif des hyènes est capable de traiter ce que les lions ne peuvent pas. Leur mâchoire, qui broie les os, extrait des nutriments de la moelle osseuse et du calcium, gaspillés par tout autre prédateur. Mais le vol est réciproque. Lorsqu'un clan de hyènes abat un jeune buffle après des heures de harcèlement coordonné et de morsures précises, son repas peut être interrompu par l'arrivée d'une troupe de lions. Grâce à leur taille supérieure et à leur présence intimidante, ces derniers peuvent repousser même les plus grands clans de hyènes, s'emparant d'une proie à laquelle ils n'ont pas contribué. C'est la tension fondamentale qui alimente leur éternel conflit. Les deux espèces sont suffisamment intelligentes pour comprendre la valeur des talents de chasseurs de l'autre. Elles sont suffisamment puissantes pour se voler mutuellement. Elles sont suffisamment fières pour se battre pour ce qu'elles croient leur revenir de droit. Dans le cratère du Ngorongoro, des chercheurs ont recensé des cas où lions et hyènes passent des nuits entières à jouer au chat et à la souris, volant et revolant la même carcasse à plusieurs reprises. Le zèbre qui meurt au coucher du soleil peut changer de propriétaire 6 fois avant l'aube. Chaque transfert étant marqué par des grognements, des rugissements et la possibilité bien réelle d'une mort certaine. Mais sous cette concurrence apparente se cache quelque chose d'encore plus profond. Ces deux espèces ne se contentent pas de rivaliser pour les ressources. Elles influencent activement leur évolution, leur comportement et leur stratégie de survie respective. L'intelligence des hyènes a été affinée par des millions d'années passées à déjouer les lions. Les stratégies de chasse coopérative des lions ont été affinées par la pression constante du vol des hyènes. Ils sont engagés dans une course aux armements évolutives où chaque adaptation d'une espèce exige une contre-adaptation de l'autre. Lorsque les hyènes ont développé leur mâchoire broyeuse d'os, les lions ont développé des stratégies alimentaires plus efficaces pour dévorer leur proie plus rapidement. Lorsque les lions ont perfectionné leur technique de chasse en groupe, les hyènes ont développé une coordination clanique encore plus sophistiquée. Il s'agit d'une coévolution à son paroxysme, deux espèces dansant sans cesse la danse de la destruction mutuelle et de la dépendance mutuelle. Le soleil matinal s'élève au-dessus du Masai Mara. Ses rayons illuminant un spectacle millénaire. Un lion mâle imposant, sa crinière sombre ondulant au vent, monte la garde devant la dernière proie de sa troupe. Ses yeux jaunes scrutent constamment le paysage environnant, non pas à la recherche d'une proie, mais de l'arrivée inévitable de ses ennemis les plus tenaces. Pour véritablement comprendre l'intensité de cette rivalité, il faut d'abord examiner les magnifiques créatures qui en sont le centre. Le lion d'Afrique, Panthera leo, est l'une des machines à tuer les plus perfectionnées de la nature. Un prédateur si emblématique qu'il domine l'imaginaire humain depuis des millénaires. Mais au-delà de la mythologie et du symbolisme se cache une créature d'une extraordinaire complexité et d'une efficacité redoutable. Un lion mâle adulte peut atteindre plus de 3 mètres de long et peser plus de 250 kg. Son corps est un chef-d'œuvre d'ingénierie prédatrice, conçu pour une puissance explosive et une efficacité dévastatrice. Observez-le se déplacer dans les hautes herbes. Vous serez témoin d'une poésie écrite dans ses muscles et ses tendons. Chaque pas est placé avec une précision délibérée, ses pattes massives étant silencieuses malgré le poids d'1/4 de tonne de prédateur. La crinière qui couronne sa tête a de multiples fonctions, au-delà de la simple ostentation. Ces mèches flottantes offrent une protection lors des combats, amortissant les coups de griffes et de dents.
Plus sa crinière est foncée et fournie, plus la testostérone coule dans ses veines, témoignant de sa supériorité génétique auprès de ses partenaires potentiels et des mâles rivaux. Mais dans le contexte de sa relation avec les hyènes, cette crinière remplit une fonction encore plus cruciale: l'intimidation. Le rugissement d'un lion peut être entendu à 8 km à la ronde, un son si puissant qu'il vibre littéralement à travers le sol et jusque dans les os de chaque créature à sa portée. Destiné aux hyènes, ce rugissement véhicule un message de domination absolue. Ce territoire appartient au roi et les intrus en subiront les conséquences. Mais la véritable arme du lion n'est ni son rugissement, ni sa crinière, ni même ses griffes redoutables. C'est son intelligence, et plus particulièrement sa compréhension de la dynamique de groupe et des stratégies coopératives. Une troupe de lions fonctionne comme une unité militaire, chaque membre jouant un rôle spécifique, tant pour la chasse que pour la défense. Les lionnes sont les principales chasseuses, utilisant leur vitesse et leur agilité supérieure pour abattre leurs proies. Les mâles servent de gardiens, leur présence intimidante tenant à distance concurrents et menaces. Observez une troupe coordonner une chasse et vous serez témoin d'une intelligence tactique qui impressionnerait n'importe quel général. Les lionnes se déploient en formation coordonnée, certaines poussant leur proie vers d'autres en embuscade. Elles communiquent par un langage corporel subtil, se positionnant de manière à bloquer les voies de fuite et à maximiser leurs chances de succès. Cette même intelligence tactique s'applique à leur conflit avec les hyènes. Lorsqu'une troupe de lions rencontre un clan de hyènes, elle ne charge pas simplement en aveugle. Elle évalue le nombre, le terrain et choisit sa stratégie en conséquence. Un lion mâle isolé peut se retirer d'un grand clan, sachant que la discrétion est la clé du courage. Mais ce même lion, soutenu par sa troupe, chargera directement un groupe de hyènes 2 fois plus nombreuses, sachant que la supériorité numérique et l'intimidation peuvent compenser le désavantage numérique. Les capacités physiques du lion s'accompagnent d'une compréhension quasi sophistiquée de la guerre psychologique. Il sait que les hyènes le craignent non seulement en raison de sa taille et de sa force, mais aussi de sa propension à tuer sans manger. Il arrive qu'un lion tue une hyène simplement pour éliminer la concurrence, laissant la carcasse intacte en guise d'avertissement. Mais si les lions sont les rois de l'intimidation et de la puissance brute, les hyènes sont les maîtres de la persévérance et de l'intelligence collective. La hyène tachetée, Crocuta crocuta, n'a peut-être pas l'apparence majestueuse et le pouvoir symbolique du lion, mais son manque de charisme est largement compensé par sa réussite évolutive. La hyène tachetée femelle est une créature unique au monde animal. Plus grande et plus agressive que ses homologues mâles, elle règne sur une société matriarcale où force, intelligence et ruse déterminent le rang social. Observez la matriarche du clan guider ses disciples à travers la savane, ses puissantes épaules roulant à chaque pas, son regard intelligent évaluant constamment les opportunités et les menaces. Son corps raconte l'histoire d'une créature conçue pour l'endurance et l'efficacité. Si les lions sont bâtis pour la puissance explosive, les hyènes sont taillées pour le gibier de longue durée. Leur dos fuyant et leur avant-train puissant leur permettent de maintenir une vitesse de course pouvant atteindre 60 km/h sur de longues distances. Lorsque les lions se fatiguent après une brève poursuite, les hyènes ne font que commencer. Mais la caractéristique la plus remarquable de toute hyène est sa mâchoire. À poids égal, la hyène tachetée possède la force de morsure la plus puissante de tous les mammifères terrestres, capable de générer une pression dépassant 500 kg par pouce carré. Ses mâchoires peuvent broyer le fémur d'une girafe, fendre les os d'un éléphant et déchirer une peau qui arrêterait la plupart des prédateurs.
Ce que les lions laissent derrière eux, les hyènes peuvent le consommer entièrement, extrayant les nutriments de chaque fragment d'os et de cartilage. Cette force de morsure extraordinaire est très utile aux hyènes lors de leur combat contre les lions. Alors que la morsure mortelle du lion cible la gorge ou le museau, visant une mort rapide, l'attaque de la hyène est conçue pour neutraliser et détruire. Elle cible les pattes, les hanches et le ventre, utilisant leurs puissantes mâchoires pour infliger un maximum de dégâts et créer des blessures qui ralentiront leurs ennemis même s'ils s'échappent. L'intelligence des hyènes rivalise avec celle de nombreux primates, se manifestant par des structures sociales complexes et des systèmes de communication sophistiqués. Un clan de hyènes fonctionne selon une hiérarchie si complexe que les scientifiques en sont encore à élucider les subtilités. Chaque individu connaît sa place exacte dans l'ordre social, comprend les relations entre les autres membres du clan et peut prédire comment ces relations influenceront son comportement dans diverses situations. Leur système de communication comprend plus d'une douzaine de vocalisations distinctes, chacune transmettant des informations spécifiques sur l'identité, le rang social, l'état émotionnel et les intentions immédiates. Le célèbre « rire » des hyènes est en réalité une forme de communication complexe qui peut tout exprimer, de la soumission à l'excitation en passant par l'agression, avec de subtiles variations de hauteur, de rythme et d'intensité porteuses de significations différentes. Lorsqu'un clan de hyènes rencontre des lions, ce système de communication se transforme en un réseau tactique qui impressionnerait n'importe quel stratège militaire. Les éclaireurs signalent le nombre et la position des lions par des cris spécifiques. La matriarche évalue la situation et communique sa stratégie par le langage corporel et les vocalisations. Chaque membre du clan reconnaît son rôle et coordonne ses mouvements avec une précision qui témoigne de millions d'années d'évolution. Mais l'atout le plus important des hyènes face aux lions réside peut-être dans leur compréhension du nombre et leur persévérance. Alors que les lions misent sur l'intimidation et des confrontations brèves et explosives, les hyènes excellent dans la guerre d'usure. Elles savent que même la plus puissante troupe de lions ne peut maintenir une vigilance constante, et elles sont prêtes à attendre le moment idéal pour frapper. Une hyène seule peut suivre une troupe de lions pendant des heures, se tenant juste hors de portée de l'attaque, épuisant ainsi la patience et l'énergie des lions. Lorsque la troupe s'installe enfin pour se reposer, cette hyène patiente appelle des renforts, et ce qui n'était au départ qu'une mission de surveillance solitaire se transforme en assaut coordonné. Les adaptations physiques et comportementales des deux espèces reflètent des millions d'années de pression exercée par leur conflit éternel. Les lions ont développé leur structure de groupe en partie en réponse au vol et au harcèlement des hyènes. Les hyènes ont développé leur hiérarchie clanique et leur système de communication en partie pour coordonner leur résistance à la domination des lions. Chaque espèce est devenue le contrepoids parfait de l'autre, créant un équilibre si précis qu'aucune ne peut obtenir un avantage durable. Cette impasse évolutive a donné naissance à deux des grands prédateurs les plus performants d'Afrique, chacun occupant une niche cruciale dans le réseau complexe de l'écologie de la savane. Alors que le soleil atteint son zénith sur le Serengeti, projetant des ombres crues sur le paysage, lions et hyènes cherchent refuge contre la chaleur. Mais même au repos, ils restent conscients de la présence de l'autre, leur animosité ancestrale couvant sous la surface comme un feu de forêt attendant le bon vent pour l'attiser. La chaleur de l'après-midi scintille sur le désert du Kalahari, créant des mirages qui dansent à l'horizon tels des esprits d'un monde antique. Dans ce paysage rude où l'eau est précieuse et les proies rares, la compétition entre lions et hyènes atteint son apogée. Ici, la survie n'est pas seulement une question de domination ou de territoire. Il s'agit du droit fondamental d'exister dans un monde qui n'offre aucune pitié aux faibles ou aux imprévoyants. Une lionne émerge de l'ombre d'un acacia, son pelage doré terni par la poussière et ses côtes visibles sous sa fourrure. Elle n'a pas mangé depuis 4 jours.
et ses yeux ambrés reflètent le désespoir intense d'un prédateur poussé à bout. Derrière elle, 2 lionnes plus jeunes la suivent, leurs mouvements trahissant la même faim sourde qui motive toute décision dans cet environnement impitoyable. L'odeur leur parvient portée par le vent sec, du sang frais, de la viande chaude, la promesse du salut. Mais à cet arôme vivifiant se mêle une autre odeur, celle qui fait froncer les lèvres de la lionne de tête, pleine de haine instinctive. Des hyènes. Pas une ou deux, mais plusieurs. L'odeur de leur clan marquant de façon dense et pesante ce qui devait être une proie considérable. Elle s'arrête au bord d'une petite clairière où le sol raconte une histoire écrite dans la poussière et le sang. Des traces de frottement indiquent où les hyènes ont abattu une jeune girafe, leur attaque coordonnée abattant une proie qu'aucun prédateur ne pourrait affronter seul. La proie est fraîche, la viande encore chaude, et le clan se nourrit avec l'intensité concentrée de créatures qui comprennent la valeur de chaque calorie dans cet environnement hostile. 15 hyènes entourent la carcasse, leurs puissantes mâchoires déchirant peau et os avec une rapidité déconcertante. La matriarche, une femelle de près de 100 kilos marquée par les blessures des combats, déchire le cou de la girafe tout en surveillant constamment son environnement. Ses lieutenants nourrissent la girafe par ordre hiérarchique tandis que les membres du clan les moins gradés attendent leur tour avec une discipline patiente. Mais leur patience est sur le point d'être mise à l'épreuve. La lionne pénètre dans la clairière, ses sœurs l'encadrant de chaque côté. Leur approche est délibérée, calculée, conçue pour intimider au maximum, malgré leur état de faiblesse. Le message est clair. Nous sommes des lions, nous avons faim, et nous prendrons ce dont nous avons besoin pour survivre. La matriarche hyène lève les yeux de son repas, le museau taché de sang, tandis qu'elle évalue cette nouvelle menace. Son clan continue de se nourrir, mais leur langage corporel change subtilement. Les oreilles se tournent vers les lions, les muscles se tendent sous leurs robes tachetées, et les plus jeunes hyènes commencent à se positionner pour le combat ou la fuite. C'est le moment où la faim rencontre la haine, où le désespoir se heurte à la détermination, où les anciennes lois de la savane seront à nouveau écrites dans le sang et la poussière. La lionne fait un nouveau pas en avant, son rugissement fendant le silence de l'après-midi comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas le beuglement à plein poumon d'un prédateur repu déclarant son territoire, mais le défi creux et désespéré d'une créature confrontée à la famine. Pourtant, même affaibli par la faim, il porte le poids de l'autorité du prédateur suprême qui résonne à travers l'Afrique depuis des millions d'années. Les hyènes répondent par leur propre vocalisation, une cacophonie de cris, de rires et de grognements qui expriment bien plus qu'une simple défiance. Chaque cri est porteur d'informations spécifiques. Le cri grave de la matriarche affirme son autorité et coordonne la réponse du clan, tandis que les cris plus aigus de ses subordonnés confirment leur position et leur volonté de combattre. S'ensuit un balai mortel d'avancée et de recul, de menaces et de contre-menaces, où les deux camps testent la détermination de l'autre. La lionne se rapproche de la proie, tandis que les hyènes modifient leur formation pour protéger leur proie sans l'abandonner complètement. Chaque pas est calculé, chaque geste est chargé d'une violence explosive. La matriarche hyène charge soudain, non pas vers les lions, mais parallèlement à eux, démontrant la rapidité et l'agilité de son clan tout en restant hors de portée de leurs griffes dévastatrices. C'est une démonstration d'intelligence tactique qui témoigne de la sophistication du comportement social des hyènes. Elle ne se contente pas de défendre sa nourriture. Elle gère une opération militaire complexe qui doit trouver un équilibre entre agressivité et préservation de ses fidèles. La lionne réagit en feignant de se diriger vers les plus petites hyènes, les forçant à se disperser et créant des brèches dans la formation défensive du clan. Mais alors qu'elle s'approche de la proie, 3 hyènes adultes convergent vers elle, leur approche coordonnée témoignant de la même sophistication tactique qui leur a permis d'abattre la girafe. Soudain, la danse explose en violence.
La lionne se précipite, sa patte massive se jetant sur la hyène la plus proche avec une force déchirante. La hyène se détourne in extremis, mais les griffes du lion lui arrachent l'épaule, faisant couler le premier sang de ce conflit ancestral. Le cri de la hyène blessée fait bondir tout le clan, la peur individuelle vaincue par l'agression collective. Mais les lions comprennent le combat en groupe aussi bien que n'importe quel prédateur sur Terre. Les deux autres lionnes se mobilisent immédiatement pour soutenir leur chef, créant une formation triangulaire qui protège chaque membre tout en maximisant leurs capacités offensives. Leurs rugissements se fondent dans une symphonie de domination qui résonne dans tout le paysage, annonçant à chaque créature à des kilomètres à la ronde que les rois de la savane sont entrés en guerre. Les hyènes répondent par leurs propres cris de combat, mais leurs sons véhiculent un message différent. Là où les rugissements des lions évoquent la puissance et la domination individuelle, les vocalisations des hyènes coordonnent les tactiques de groupe et l'intelligence partagée. Elles ne se contentent pas de se battre. Elles exécutent une stratégie affinée par d'innombrables confrontations similaires. La matriarche décrit un large cercle profitant de sa vitesse supérieure pour se positionner et attaquer le flanc de la lionne de tête. Pendant ce temps, ses lieutenants maintiennent une pression frontale, leurs mâchoires claquantes et leurs charges feintées gardant les lions concentrés vers l'avant. Ce mouvement de pince classique illustre la sophistication tactique qui fait des hyènes des compétitrices si performantes. Mais les lions ont leur propre stratégie, élaborée au fil de millions d'années de conflits similaires. La lionne de tête change soudain de direction, utilisant sa taille et sa force supérieure pour percer la ligne des hyènes et atteindre la carcasse. Ses mâchoires massives se referment sur une partie de la cuisse de la girafe et elle commence à tirer la proie entière vers ses sœurs. Les hyènes ne peuvent laisser ce vol réussir. Leur attaque coordonnée se transforme en un assaut désespéré, les membres du clan convergeant de toutes parts. Les dents claquent sur les pattes des lions, leurs puissantes mâchoires cherchent les points faibles et l'air s'emplit de grognements, de rugissements et des bruits humides du combat. Une hyène parvient à attraper la queue de la lionne, sa morsure écrasante faisant couler le sang et faisant tournoyer le prédateur dans une fureur explosive. La contre-attaque de la lionne projette la hyène dans les airs, mais deux autres la remplacent aussitôt, leurs attaques coordonnées pour maximiser les dégâts tout en minimisant leur exposition à ses griffes mortelles. La bataille fait rage dans la clairière, aucun camp ne parvenant à prendre l'avantage. Les lions sont supérieurs individuellement en taille et en force, mais les hyènes sont plus nombreuses et possèdent l'intelligence tactique nécessaire pour exploiter efficacement leur nombre. Pour chaque hyène blessée, une autre prend sa place, maintenant une pression constante sur les lions, en infériorité numérique. Le sang tache la poussière, tandis que les deux camps paient le prix de leur animosité ancestrale. Une jeune hyène s'éloigne en boitant, les côtes marquées de profondes griffes, tandis qu'une des lionnes présente les caractéristiques des perforations des dents de hyène sur sa patte arrière. Ces blessures ne mettent pas la vie en danger, mais elles ralentissent la guérison et réduisent l'efficacité de la chasse dans un environnement où la moindre faiblesse peut entraîner la mort. Alors que le soleil commence à décliner à l'horizon, teintant le ciel de nuances oranges et rouges qui reflètent le sang sur le sol, la bataille atteint son paroxysme. La matriarche hyène, constatant que son clan ne peut repousser les lions par une confrontation directe, adopte une autre stratégie. Elle met fin à l'assaut frontal et ordonne un repli tactique. Mais il ne s'agit pas d'une retraite, mais d'un repositionnement. Les hyènes se dispersent autour de la clairière, maintenant la pression de toutes parts tout en empêchant les lions de se nourrir en paix. Elles savent que les lions, malgré leur puissance, ne peuvent soutenir indéfiniment un combat intense. La lionne, dont le sang coule de multiples blessures, est confrontée à un terrible choix. Continuer à se battre pour un butin déjà à moitié dévoré par les hyènes, dépensant une énergie qu'elle a à peine de quoi se passer, ou se retirer et chercher une proie que sa fierté affaiblie pourrait bien capturer et retenir. Sa décision ne résulte pas d'un calcul rationnel, mais d'une programmation génétique profonde qui a guidé son espèce à travers des millions d'années de choix similaires. Elle s'éloigne de la carcasse,
les yeux fixés sur la matriarche hyène, son langage corporel exprimant à la fois retrait et avertissement. Les hyènes attendent que les lions soient à bonne distance avant de retourner à leur repas. Mais leur repas revêt désormais une urgence toute particulière. Elles savent que les lions sont toujours proches, toujours affamés et toujours dangereux. Chaque bouchée doit être prise en gardant un œil sur les alentours, chaque instant de repas étant mis en balance avec la possibilité d'une nouvelle attaque. Alors que l'obscurité tombe sur le Kalahari, les deux camps pansent leurs blessures et planifient leurs prochaines actions. Les lions se réfugient à l'abri d'un affleurement rocheux, leur faim étant aggravée par la douleur de leurs blessures récentes. Les hyènes terminent leur repas avec une hâte efficace, sachant qu'elles doivent se disperser avant que les lions ne tentent une nouvelle tentative de vol. Cet affrontement unique, qui s'est déroulé en quelques heures sur un lopin de terre africain, représente des millions de rencontres similaires remontant à l'époque géologique. Chaque bataille inscrit une nouvelle étape dans la relation complexe entre ces deux prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, chaque conflit apportant de nouvelles données à la course aux armements évolutifs qui a façonné les deux espèces. Mais les batailles individuelles ne sont qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Une histoire écrite non pas en heures mais en saisons, non pas en rencontres isolées mais en stratégies à long terme, qui détermine quelles espèces prospéreront et lesquelles survivront simplement. La saison des pluies transforme le paysage africain en un paradis verdoyant, où les proies se multiplient et où la chasse devient une célébration de l'abondance plutôt qu'une lutte désespérée pour la survie. Mais paradoxalement, cette saison d'abondance intensifie souvent le conflit entre lions et hyènes, les deux espèces se disputant non seulement les repas immédiats, mais aussi les avantages territoriaux qui détermineront leur succès au retour de la saison sèche. Dans les prairies inondées du delta de l'Okavango, une troupe de lions a établi un territoire temporaire autour d'une série d'îles offrant à la fois de l'eau douce et d'excellentes opportunités de chasse. La troupe est composée de 2 mâles adultes, de 5 lionnes et de 7 lionceaux âgés de 6 mois à 2 ans. Leur succès se reflète dans leur pelage lisse et leur santé robuste, mais leur prospérité n'a pas échappé à leurs éternels ennemis. La lionne s'arrête au bord d'un marais de papyrus. Son nez fin analysant le bouquet complexe d'odeurs transportées par l'air humide. Eau, végétation, proie variée et sous-jacent, le musc caractéristique des hyènes tachetées. Non pas l'odeur rance d'un passage lointain, mais l'odeur fraîche et puissante d'un clan patrouillant activement un territoire qu'il considère comme le sien. Elle se déplace dans les hautes herbes avec une furtivité liquide, chaque patte posée avec la précision d'une créature qui comprend la valeur du silence. Derrière elle, 2 autres lionnes suivent une formation lâche, témoignage d'années de chasse coopérative et de survie partagée. Elles ne se contentent pas de traquer une proie, elles effectuent une reconnaissance dans une guerre territoriale qui a dépassé la simple compétition alimentaire. La brume matinale s'élève des eaux chaudes tandis que le soleil s'élève, créant un paysage éthéré où la visibilité change constamment et où les sons se propagent dans des directions inattendues. C'est un temps idéal pour la chasse aux prédateurs embusqués, mais il offre aussi un abri à ceux qui traquent les chasseurs. Un grognement sourd venant de sa gauche arrête la lionne en plein pas. Le son est immédiatement reconnaissable. Le cri d'une hyène, l'équivalent acoustique d'un contrôle radio militaire. Mais la direction et la qualité du cri suggèrent quelque chose qui la fait se dresser sur la tête. Il ne s'agit pas d'une seule hyène, ni même d'un petit groupe. C'est le son d'une mobilisation clanique majeure. À travers la brume tourbillonnante, des formes se matérialisent, telles des cauchemars naissants. D'abord une hyène, puis 3, puis 7, puis tant qu'il devient impossible de compter. Elles se déplacent avec la précision coordonnée d'une force qui a planifié cette rencontre,
leur formation s'étendant largement pour couper tout issue potentiel, tout en maintenant la communication par de subtiles vocalisations et un langage corporel. La lionne de tête reconnaît immédiatement la matriarche hyène. Elles se sont déjà rencontrées, lors de conflits sanglants, sans pour autant remporter une véritable victoire. L'oreille gauche de la hyène porte les cicatrices parallèles caractéristiques des griffes du lion, tandis que la lionne porte des cicatrices perforantes sur son arrière-train, parfaitement assorties à sa dentition. Ce sont deux vieilles ennemies qui se comprennent mutuellement avec l'intimité de deux adversaires mortels. Mais cette rencontre est différente de leur précédente confrontation. Les hyènes ne se contentent pas de saisir une opportunité ou de défendre une proie. Leur formation, leur coordination, leur approche délibérée en terrain difficile suggèrent un assaut planifié sur le territoire des lions, avec des objectifs stratégiques allant au-delà de l'acquisition immédiate de ressources. La matriarche hyène s'arrête à une distance qui la place juste hors de portée de charge du lion, mais suffisamment proche pour permettre une communication claire. Son langage corporel est sans équivoque. Il ne s'agit ni de négociation ni de posture, mais de la délivrance d'un ultimatum. Le message codé dans sa posture, la position de ses oreilles et son expression faciale est aussi clair que des mots. Quitter ce territoire ou assumer les conséquences. La lionne comprend parfaitement. Elle comprend aussi que renoncer à ce défi créerait un précédent qui pourrait coûter à sa troupe son territoire le plus précieux à l'approche de la saison sèche. Sa réponse est immédiate et sans concession. Un rugissement qui jaillit du plus profond de sa poitrine et explose dans le marais avec une intensité suffisante pour disperser tous les oiseaux à des kilomètres à la ronde. Ce son est plus qu'un simple défi. C'est un appel aux armes qui mobilise tous les membres de sa troupe. Une déclaration d'intention qui annonce sa volonté de se battre pour ce qu'elle considère comme lui appartenant de droit, et un défi qui met les hyènes au défi de mettre leurs menaces implicites à exécution. La réponse ne vient pas de la matriarche hyène, mais du clan tout entier. 23 voix se joignent à une cacophonie de cris, de rires et de grognements, créant un mur sonore destiné à intimider et à coordonner les actions. Chaque voix véhicule des informations précises sur la position, l'état de préparation et les intentions tactiques, créant une symphonie d'agression témoignant de millions d'années de perfectionnement évolutif. Mais la lionne n'est pas seule. Son rugissement a été suivi par le rugissement tonitruant du mâle dominant, un son si puissant qu'il semble faire trembler le sol. En quelques minutes, la troupe entière s'est matérialisée dans la brume matinale, sa formation aussi coordonnée que celle des hyènes, mais avec en plus le poids psychologique de l'autorité d'un prédateur suprême. Les deux forces s'affrontent sur une étendue marécageuse qui se transformera bientôt en champ de bataille. Lion d'un côté, hyène de l'autre. Chaque groupe représentant des millions d'années de réussite évolutive et de stratégie de survie. La tension est si intense qu'elle semble absorber le son, créant un silence troublé seulement par les mouvements nerveux des petites créatures fuyant la zone. La matriarche hyène avance d'un pas, puis d'un autre, testant la détermination des lions tout en démontrant sa propre volonté d'escalade. Son clan la suit, leur progression coordonnée mais flexible, prête à s'adapter à toute réaction des lions. Ils comprennent qu'ils affrontent un ennemi redoutable, mais ils savent aussi que leur supériorité numérique et leur flexibilité tactique leur offrent des options que la puissance individuelle ne peut égaler. Le lion mâle dominant se mobilise pour relever le défi, sa silhouette imposante déchirant la brume telle une avalanche dorée. Sa crinière dense et sombre témoigne d'une condition génétique optimale et d'un taux de testostérone maximal. Mais surtout, sa présence porte le poids accumulé de chaque victoire territoriale, de chaque chasse réussie, de chaque instant où son autorité a été mise à l'épreuve et prouvée absolue. L'affrontement qui s'ensuit se déroule avec la beauté terrifiante de forces parfaitement équilibrées s'affrontant dans un combat à mort.
La charge du lion mâle est contrée non par une retraite, mais par une dispersion tactique qui transforme les hyènes d'une cible unique en de multiples menaces attaquant de toutes parts. Leurs griffes s'enfoncent dans les fourrures tachetées, tandis que leurs puissantes mâchoires cherchent les points faibles des peaux dorées. Mais cette bataille est différente des escarmouches désespérées pour des victimes individuelles. Il s'agit d'une guerre territoriale à son paroxysme, où les deux camps déploient des stratégies qui témoignent non seulement de l'intelligence individuelle, mais aussi d'une réflexion tactique collective développée au fil de générations de conflits similaires. Les lionnes coordonnent leurs attaques pour soutenir leurs mâles, tout en protégeant les plus jeunes membres de la troupe, peu expérimentés pour ce niveau de combat. Leurs mouvements témoignent de la précision et de la fluidité d'une unité militaire entraînée ensemble depuis des années, chaque individu anticipant les actions des autres tout en gardant une vision globale de la situation tactique. Les hyènes réagissent avec leurs propres tactiques coordonnées, utilisant leur supériorité numérique pour créer de multiples points de pression, tout en évitant la confrontation directe avec les adversaires les plus dangereux. Leur stratégie ne consiste pas à remporter des combats individuels, mais à infliger suffisamment de dégâts cumulés pour rendre la revendication territoriale des lions trop coûteuse à maintenir. Le sang tache la brume matinale tandis que les deux camps paient le prix de leur détermination. Une jeune hyène s'éloigne en titubant, profondément blessée par ses griffes qui mettront des semaines à cicatriser, tandis qu'une des lionnes présente sur son épaule les caractéristiques des perforations des dents de hyène. Les blessures sont importantes, mais non mortelles, et témoignent de la violence calculée qui permet aux deux espèces de se livrer une lutte acharnée tout en évitant la destruction mutuelle. Alors que la bataille fait rage dans le marais, il devient évident qu'aucun camp ne peut remporter une victoire décisive par le seul combat direct. La supériorité individuelle des lions est contrebalancée par l'avantage numérique et la flexibilité tactique des hyènes. Chaque charge des lions est contrée par un repli stratégique et un regroupement des hyènes, tandis que chaque assaut des hyènes est contré par une défense coordonnée des lions. Le tournant ne vient pas d'une supériorité au combat, mais d'une connaissance territoriale supérieure. L'une des lionnes mène un mouvement de flanc qui exploite la géographie du marais pour couper la principale voie de fuite des hyènes, tandis qu'une autre se positionne pour pousser le clan vers des eaux plus profondes où leur avantage de vitesse serait neutralisé. Consciente du changement d'avantage tactique, la matriarche hyène ordonne un retrait stratégique. Mais ce repli n'est pas une défaite, il s'agit d'un repositionnement tactique en vue d'une campagne à plus long terme. Les hyènes se replient en bon ordre, préservant la cohésion du groupe tout en communiquant leur intention de poursuivre le conflit territorial par d'autres moyens. Les lions ne poursuivent pas. Ils comprennent qu'écarter la menace immédiate a atteint leur objectif principal. Conserver le contrôle d'un territoire crucial pendant la saison où ce contrôle se traduit directement par un avantage de survie. La troupe se regroupe, soigne ses blessures et se prépare à l'inévitable continuation de ce conflit ancestral. Alors que le soleil monte et dissipe la brume matinale, les deux camps s'installent dans le modèle de coexistence vigilante qui caractérise leur relation en période de conflit territorial intense. Les lions maintiennent une possession évidente du territoire disputé, tandis que les hyènes établissent des postes d'observation à distance stratégique, surveillant l'activité des lions tout en planifiant leurs prochaines manœuvres. La bataille de ce matin n'est qu'un des engagements d'une guerre qui se poursuivra tout au long de la saison des pluies et s'intensifiera à mesure que les ressources se raréfieront. Chaque espèce joue pour des enjeux qui vont bien au-delà de sa survie immédiate. Le contrôle du territoire, déterminant pour le succès de la chasse, l'accès à l'eau, la protection des jeunes et en fin de compte, l'aptitude évolutive. La complexité de ce conflit se révèle non seulement dans les combats individuels, mais aussi dans les stratégies à long terme déployées par les deux espèces.
les lions doivent équilibrer le coût énergétique de la défense du territoire et les avantages d'un accès exclusif aux ressources. Les hyènes doivent peser les risques d'une confrontation directe et les avantages d'une pression persistante et du vol opportuniste. Mais derrière les manœuvres tactiques et les calculs stratégiques se cache quelque chose d'encore plus fondamental. La reconnaissance que ces deux espèces sont liées par une relation évolutive si intime que chacune est devenue essentielle au développement continu de l'autre. Elles ne sont pas seulement ennemies, elles constituent la principale pression sélective qui a façonné leur évolution réciproque pendant des millions d'années. La saison sèche s'abat sur le paysage africain telle une apocalypse à combustion lente, transformant le paradis luxuriant des mois humides en un rude creuset où seuls les plus forts, les plus intelligents et les plus adaptables survivront. Les rivières se réduisent à des mares boueuses, les prairies se transforment en déserts poussiéreux et l'air lui-même semble scintiller sous la chaleur d'une catastrophe imminente. Dans ce monde transformé, l'éternel conflit entre lions et hyènes évolue d'une compétition territoriale vers quelque chose de bien plus désespéré. Une lutte pour les ressources fondamentales nécessaires à la survie. Le point d'eau trône tel un joyau précieux au cœur de l'immensité du Kalahari, ses bords boueux marqués par les traces de tous les grands mammifères dans un rayon de 50 km. Autour de cette oasis en voie de disparition, les négociations complexes pour la survie en saison sèche se déroulent avec l'intensité d'une conférence diplomatique aux enjeux élevés, où chaque décision est une question de vie ou de mort. Une troupe de lions s'approche du point d'eau juste au moment où le soleil atteint son zénith impitoyable. Leur état témoigne de 6 semaines sans pluie suffisante. Côtes visibles sous un pelage doré et poussiéreux, yeux légèrement enfoncés par la déshydratation, mouvements économes grâce aux calculs minutieux de créatures vivant à la limite de leurs limites physiologiques. La troupe se compose d'un mâle âgé, de 3 lionnes adultes et de 2 lionceaux survivants d'une portée de 5 lionnes quelques mois plus tôt. La lionne dominante s'arrête à 50 mètres de l'eau, ses sens aiguisés cataloguant chaque odeur transportée par l'air surchauffé. L'eau, la boue, l'odeur persistante des divers herbivores qui ont bu ici au cours de la journée précédente, et sous-jacente, le musc familier qui fait retrousser ses lèvres en signe d'hostilité automatique. Des hyènes. Pas seulement l'odeur rance d'un passage lointain, mais l'odeur fraîche et concentrée d'un clan qui a revendiqué ce point d'eau comme son territoire. Elle avance prudemment, chaque pas étant consciente que ce simple acte de boire pourrait déclencher une confrontation que sa fierté affaiblie ne peut se permettre. Mais l'eau n'est pas facultative. Sans elle, ils mourront en quelques jours. Les terribles mathématiques de la survie en saison sèche ne laissent aucune place à l'orgueil ni aux préférences territoriales. À travers les vagues de chaleur chatoyante, des formes commencent à se matérialiser autour du point d'eau, tels des démons surgissant des profondeurs. Des hyènes, des dizaines, leurs formes puissantes disposées en un périmètre défensif qui témoigne à la fois de précision militaire et d'une détermination désespérée. Elles aussi comprennent la valeur de cette ressource et ont clairement décidé que le partage n'était pas une option. Son clan, la matriarche hyène, se dresse à l'ombre d'un buisson dénudé, sa silhouette imposante portant les cicatrices d'innombrables batailles, mais aussi une santé robuste témoignant d'un contrôle effectif des ressources. Son clan compte plus de 30 individus, des femelles adultes imposantes aux jeunes à moitié adultes qui découvrent les dures réalités politiques de la saison sèche. Leur positionnement autour du point d'eau n'est pas accidentel. Il représente l'aboutissement de semaines de planification stratégique et de consolidation territoriale. Elle fixe de ses yeux bruns intelligents les lions qui approchent, et dans ce regard se cache la sagesse accumulée d'une créature qui a survécu à 15 saisons sèches grâce à un mélange de ruse, de cruauté et de génie tactique. Il ne s'agit pas d'une simple protection des ressources. Il s'agit de la mise en œuvre d'une stratégie de survie globale qui a pris des mois à élaborer et à mettre en place.
La lionne comprend immédiatement qu'elle est confrontée à bien plus qu'une simple compétition pour l'accès à l'eau. La formation des hyènes, leur avantage sanitaire évident et leur supériorité numérique se combinent pour créer une situation où les tactiques traditionnelles d'intimidation des lions seront non seulement inefficaces, mais potentiellement catastrophiques. Pourtant, le besoin d'eau de sa troupe dépasse le cadre du choix. Il relève désormais de la nécessité absolue. Elle envoie des signaux à sa troupe par un langage corporel subtil qui témoigne d'années de survie coordonnée. Le message est complexe. Approchez avec une extrême prudence. Préparez-vous au conflit, mais évitez de le déclencher inutilement et soyez prêts à exploiter toute opportunité qui pourrait se présenter. Les autres lionnes réagissent avec la précision fluide d'une unité militaire, se déployant pour créer de multiples vecteurs d'approche tout en maintenant les précieux lionceaux en position de retraite rapide. La matriarche hyène observe ce déploiement tactique avec l'appréciation d'une professionnelle observant la compétence d'une autre. Elle réagit par ses propres signaux, et la formation du clan se modifie subtilement pour contrer la stratégie des lions. Les jeunes hyènes se déplacent pour bloquer les éventuelles voies de fuite, tandis que les combattantes les plus expérimentées se positionnent pour répondre à toute manœuvre agressive. Cet ajustement complet prend moins de 30 secondes et démontre la sophistication des systèmes de communication qui font des clans de hyènes des adversaires si redoutables. Mais les deux camps comprennent qu'une agression pure et simple entraînera probablement des pertes qu'aucun des deux ne peut se permettre pendant la rude saison sèche. Au lieu de cela, ce qui se joue est une négociation complexe, entièrement menée par le langage corporel, le positionnement et la modulation subtile de menaces. La lionne fait un pas de plus vers l'eau, son mouvement délibéré et non menaçant, mais résolument déterminé. Le message est clair. Nous avons besoin de cette eau. Nous sommes prêts à nous battre pour elle si nécessaire, mais nous préférons éviter tout conflit inutile. Son approche provoque un ajustement correspondant chez les hyènes, un resserrement de leur formation défensive qui traduit une détermination égale, sans agressivité immédiate. Pendant plusieurs minutes, les deux forces se livrent à cette danse mortelle d'avancée et de contre-ajustement, chaque camp testant la détermination de l'autre à l'affût du moindre signe de faiblesse ou d'hésitation. La lionne se rapproche du point d'eau, tandis que les hyènes maintiennent leur périmètre avec une précision disciplinée. C'est un véritable exemple de diplomatie animale où la moindre erreur de calcul peut déclencher une bataille qui détruirait les deux camps. La percée vient d'une source inattendue. L'un des lionceaux, poussé au-delà de toute endurance par la soif et la chaleur, s'échappe de la formation et se précipite désespérément vers l'eau. Le mouvement du jeune animal déclenche une réaction immédiate des hyènes les plus proches, mais avant que la violence n'éclate, la matriarche hyène intervient d'un aboiement strident qui fige son clan sur place. Dans cet instant de silence, un événement extraordinaire se produit. Le regard de la matriarche croise celui de la lionne, et entre ces deux prédateurs suprêmes s'établit une communication qui transcende les barrières entre espèces. Toutes deux sont mères. Toutes deux comprennent les besoins désespérés des jeunes animaux poussés à bout. Toutes deux reconnaissent que certaines choses sont plus importantes que la domination territoriale ou une animosité ancestrale. La matriarche hyène s'écarte, créant un étroit couloir jusqu'au bord de l'eau. Son mouvement est minimal, presque imperceptible, mais son message est sans équivoque. Les petits peuvent boire, mais seulement eux, et sous stricte surveillance. C'est une concession qui viole tout principe de compétition pour les ressources, mais qui reconnaît les mathématiques profondes de la survie des espèces. La lionne réagit avec la même subtilité, signalant à ses petits de s'approcher de l'eau tout en se positionnant pour éviter qu'ils abusent de cette clémence inattendue. Les lionceaux boivent rapidement et efficacement, leur soif désespérée les rendant vulnérables, mais la vigilance de leur mère les protégeant de tout changement de comportement envers les hyènes. Tandis que les lionceaux se retirent en sécurité, la négociation se poursuit. La lionne s'approche elle-même du point d'eau,
mais ces mouvements sont soigneusement chorégraphiés pour témoigner du respect du territoire des hyènes tout en préservant sa dignité. Elle boit rapidement, efficacement, sans la satisfaction tranquille que l'eau procure habituellement. Derrière elle, les autres lionnes attendent leur tour, conscientes que cette coopération sans précédent n'existe que dans des conditions rigoureusement contrôlées. Les hyènes observent ce processus avec une attention intense, prêtes à réagir à tout écart par rapport à l'accord implicite. Leur discipline est extraordinaire. Malgré leur supériorité numérique et leur contrôle territorial, elles respectent l'accès négocié tout en maintenant des limites claires. Chaque lion est autorisé à boire, mais un seul à la fois, pendant une brève période et sous surveillance constante. Une fois leurs besoins immédiats en eau satisfaits, les lions commencent leur retrait avec la même précision qui caractérisait leur approche. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, la matriarche hyène fait un dernier geste qui révèle les calculs complexes qui sous-tendent toute cette rencontre. Elle conduit son clan au bord de l'eau et commence à boire, mais se positionne, elle et ses disciples, de manière à laisser des voies d'accès libres aux animaux désespérés qui pourraient s'approcher pendant la nuit. C'est une démonstration de contrôle des ressources qui reconnaît que, pendant les périodes les plus difficiles de la saison sèche, l'exclusion territoriale absolue devient un luxe qu'aucun prédateur ne peut se permettre. Les lions se retirent sur un éperon rocheux à 2 km de là, où ils s'installent à l'ombre pour attendre la fin des fortes chaleurs. De leur position surélevée, ils peuvent surveiller le point d'eau tout en évitant toute confrontation directe avec leurs alliés temporaires. La trêve négociée est fragile, tributaire d'une pénurie persistante qui rend la coopération plus précieuse que la compétition. À l'approche du soir et à mesure que les températures baissent, les deux espèces se préparent à la chasse nocturne, conscientes que le lendemain apportera de nouveaux défis à leur relation si étroitement équilibrée. La saison sèche est loin d'être terminée, et chaque jour qui passe accentue la pression sur chaque ressource de leur territoire commun. Mais ce soir, les oursons dormiront sans risque immédiat de déshydratation, et les mères chasseront en sachant que l'eau reste accessible, même sous haute surveillance. C'est une victoire pour aucun des deux camps, mais un triomphe pour l'intelligence complexe qui permet à deux prédateurs de reconnaître quand la survie l'emporte sur une animosité ancestrale. Les premières pluies de la nouvelle saison des pluies arrivent comme une bénédiction divine, transformant le paysage aride en une explosion de verdure et de possibilités renouvelées. Mais cette abondance bouleverse l'équilibre fragile entre lions et hyènes. Les frontières territoriales, qui semblaient fixes durant les mois de disette, redeviennent soudain fluides et négociables. Au lendemain des premières pluies abondantes, les deux espèces doivent faire face à un paysage transformé. Des ruisseaux temporaires coulent là où se trouvaient des plaines poussiéreuses quelques jours auparavant. De nouvelles pousses d'herbes tapissent des zones autrefois désertiques, et l'air lui-même embaume du doux parfum de la régénération. Pour les créatures ayant survécu aux privations de la saison sèche, cette abondance représente non seulement un soulagement, mais aussi une opportunité. Une jeune lionne, l'un des lionceaux rencontrés au point d'eau, maintenant adulte et enceinte de sa première portée, surveille un territoire qui a doublé de superficie en une nuit. L'apparition de ruisseaux et d'étangs saisonniers crée de nouvelles opportunités de chasse et élimine la compétition pour les ressources qui transformaient chaque jour de la saison sèche en une bataille potentielle. Mais elle engendre aussi de nouveaux défis, car les territoires établis doivent être renégociés à la lumière de l'évolution des conditions. Sa troupe s'est agrandie durant les mois d'abondance qui ont suivi les premières pluies. 3 nouveaux oursons jouent dans les eaux peu profondes d'un ruisseau saisonnier, leur jeu les préparant à la prédation, tandis que leur énergie insouciante témoigne du luxe de vivre sans pression constante sur les ressources. Le succès de la troupe se manifeste non seulement par leur santé robuste, mais aussi par leur volonté d'occuper des territoires qui auraient été indéfendables durant les mois difficiles qui viennent de s'écouler.
Mais de l'autre côté du même ruisseau qui fournit eau et possibilité de chasse aux lions, un clan de hyènes a établi ce qu'il considère clairement comme son territoire légitime. La matriarche du clan, arborant désormais son museau gris, symbole d'une longévité exceptionnelle dans un environnement hostile, dirige un groupe qui a également bénéficié de la transformation saisonnière. Les jeunes mères allaitent leurs petits dans des tanières impossibles à entretenir pendant les mois secs, tandis que les plus jeunes patrouillent le long des frontières qui englobent des zones d'alimentation riches et de multiples sources d'eau. Tout est prêt pour une renégociation territoriale qui déterminera le partage du paysage transformé entre ces deux prédateurs dominants. Mais contrairement à la compétition acharnée pour les ressources pendant la saison sèche, ce conflit sera mené avec le luxe d'alternatives et la certitude qu'un échec ne signifie pas automatiquement la mort. L'affrontement ne débute pas par la violence, mais par le rituel complexe de vérification des limites que les deux espèces ont perfectionné au fil des millions d'années. Les lions marquent leur territoire par leur odeur et leur vocalisation, tandis que les hyènes répondent par leur propre proclamation territoriale. Chaque camp s'aventure légèrement au-delà de ce qu'il occupait durant ces mois difficiles, testant ainsi la tolérance de l'autre. La jeune lionne dirige une patrouille de chasse qui traverse délibérément le ruisseau pour pénétrer dans un territoire jusque-là neutre pendant la saison sèche. La présence de sa troupe est annoncée par des rugissements qui se propagent à travers le paysage, informant tous les prédateurs à des kilomètres à la ronde que les lions considèrent cette zone comme leur domaine. Le message est renforcé par un marquage olfactif qui laisse des signatures chimiques claires de l'identité de la troupe et de ses revendications territoriales. La réponse des hyènes est immédiate et sophistiquée. Plutôt que de se confronter directement, le clan lance une campagne de harcèlement persistant visant à rendre l'occupation du territoire disputé par les lions aussi difficile et coûteuse en énergie que possible. Les hyènes suivent les groupes de chasseurs, volent des proies lors d'attaques coordonnées et exercent une pression vocale constante qui perturbe les périodes de repos et les liens sociaux des lions. Ce qui se déroule au cours des semaines suivantes est une véritable leçon de guerre territoriale, démontrant la sophistication intellectuelle dont font preuve les deux espèces dans leur éternel conflit. Aucun des deux camps ne recherche une bataille décisive. Ils s'engagent plutôt dans une campagne complexe de pression psychologique, de privation de ressources et de positionnement stratégique qui déterminera à terme les frontières territoriales pour toute la saison des pluies. Les lions exploitent leurs avantages traditionnels. Taille, intimidation et tactique de groupe coordonnée. Les membres de la troupe patrouillent à tour de rôle les zones disputées, leur présence étant destinée à démontrer une occupation constante, tandis que leurs rugissements annoncent leur détermination à maintenir leurs revendications territoriales. Lorsqu'ils rencontrent des hyènes, leur réaction est calibrée en fonction de la situation. Les hyènes individuelles sont chassées par des démonstrations agressives, tandis que les groupes plus importants sont confrontés à des replis tactiques et des regroupements. Les hyènes ripostent avec leur propre stratégie sophistiquée. Elles utilisent leur supériorité numérique et leur endurance pour maintenir une pression constante sur les revendications territoriales des lions, apparaissant à différents endroits à des moments imprévisibles, empêchant ces derniers de concentrer efficacement leurs efforts défensifs. Leur communication vocale coordonne les stratégies du clan, qui peuvent évoluer rapidement en fonction des tactiques des lions, démontrant ainsi la flexibilité qui fait d'elles des compétiteurs si performants. Mais sous ce conflit apparent se cache un processus plus profond d'adaptation et de reconnaissance mutuelle. Les deux espèces acquièrent de nouvelles informations sur les capacités de l'autre, adaptent leur stratégie en fonction des réactions observées et développent des innovations tactiques qui influenceront les rencontres futures. Chaque confrontation enrichit le calcul complexe que les deux camps utilisent pour évaluer les coûts et les bénéfices dans leurs calculs territoriaux.
Le tournant survient lorsque les deux espèces découvrent que l'abondance de la saison des pluies permet des aménagements territoriaux qui auraient été impossibles en période de pénurie de ressources. Un grand troupeau de zèbres migrant à travers la région offre des opportunités de chasse aux lions et aux hyènes. Mais la taille même du troupeau signifie que la compétition pour les prises individuelles devient moins cruciale que le positionnement pour un accès optimal à la chasse. Les lions excellent à abattre de grosses proies grâce à des tactiques d'embuscade coordonnées, mais ils ne peuvent pas consommer des carcasses de zèbres entières avant que la pourriture ne s'installe. Les hyènes, grâce à leurs mâchoires fracassantes et à leur système digestif performant, peuvent extraire des nutriments de portions de carcasses que les lions ne peuvent pas assimiler. Pour la première fois depuis des mois, leur relation passe d'une pure compétition à une quasi-symbiose. Un schéma provisoire se dessine. Les lions effectuent les premières proies, mais tolèrent que les hyènes se nourrissent des restes de carcasses, tandis que les hyènes concentrent leurs efforts de chasse sur des proies moins attractives pour les lions. Il ne s'agit pas d'une coopération au sens humain du terme, mais plutôt d'une forme sophistiquée de partage des ressources qui permet aux deux espèces de bénéficier de l'abondance saisonnière. Cette évolution de leur relation ouvre la voie à d'autres changements. Les lionceaux peuvent observer les techniques de chasse des hyènes à des distances relativement sûres, découvrant ainsi des stratégies de prédation alternatives qui pourraient s'avérer utiles à l'âge adulte. Les jeunes hyènes étudient également les tactiques coopératives des lions, ajoutant ainsi de nouvelles options comportementales à leur répertoire de stratégies de survie. Les frontières territoriales qui finissent par se stabiliser ne reflètent ni une domination absolue de l'un ou l'autre camp, ni un simple partage des ressources. Elles représentent plutôt un arrangement complexe qui reconnaît la réalité fondamentale de l'abondance en saison des pluies. Les ressources sont suffisantes pour que les deux espèces prospèrent si elles parviennent à développer des stratégies qui maximisent les bénéfices tout en minimisant les conflits coûteux. À mesure que la saison des pluies progresse et que les proies se dispersent dans leur habitat élargi, lions et hyènes s'installent dans des territoires qui perdureront jusqu'à ce que la prochaine saison sèche les oblige à renégocier leur ancien pacte. La jeune lionne, désormais chargée de petits qui naîtront dans cette abondance temporaire, patrouille des frontières qui ne représentent pas une victoire sur les hyènes, mais une adaptation réussie aux réalités complexes du partage du territoire avec des égaux. La matriarche hyène, dont le museau gris témoigne d'une nouvelle année de succès, guide son clan élargi à travers un territoire qui offre tout le nécessaire aux lionceaux, véritables représentants de l'avenir génétique de leur lignée. Son succès ne se mesure pas à l'aune du territoire conquis aux lions, mais aux stratégies sophistiquées qui permettent à son clan de prospérer aux côtés de ses éternels ennemis. Alors que notre exploration du monde complexe des conflits entre lions et hyènes touche à sa fin, il nous faut prendre du recul par rapport aux combats individuels et aux négociations territoriales pour apprécier le tableau plus large qu'il dessine. La relation entre ces deux prédateurs supérieurs représente bien plus qu'une simple compétition. C'est l'un des exemples les plus sophistiqués coévolution dans le monde naturel, un partenariat dynamique, écrit dans le sang et la dépendance mutuelle, qui façonne l'écosystème africain depuis des millions d'années. Le soleil matinal se lève sur le Serengeti, peignant les prairies infinies de nuances dorées qui semblent faire écho au pelage des lions qui les parcourent. Mais cette beauté masque les calculs complexes qui sous-tendent chaque instant de leur existence. Chaque lion doit non seulement relever les défis de la recherche de proies, de l'éducation des petits et de la survie aux dures réalités de la vie africaine, mais aussi faire face à la présence constante des hyènes, dont l'intelligence et la persévérance font d'elles les plus redoutables compétiteurs qu'un prédateur puisse affronter. Une troupe de lions se tient au sommet d'une petite colline. Leur formation témoignant d'années de survie coordonnée dans l'un des environnements les plus compétitifs de la planète. La lionne de tête s'arrête pour scruter le paysage en contrebas,
son regard expérimenté cataloguant non seulement les proies potentielles, mais aussi les signes subtils qui indiquent l'activité des hyènes dans la zone. Son sens tactique a été affiné par d'innombrables rencontres avec un ennemi qui refuse de se laisser intimider par sa taille, sa force ou la domination traditionnelle des prédateurs. Derrière elle, les lionceaux jouent avec l'insouciance de la jeunesse, mais leur jeu témoigne déjà de l'influence de la vie dans un monde où les hyènes sont omniprésentes. Leur simulation de combat inclut des formations défensives apprises par l'observation de conflits réels. Leur pratique de la chasse intègre des stratégies anti-vol conçues pour protéger les proies des charognards, et leurs liens sociaux renforcent la coopération au sein du groupe qui rend possible la réussite des lions dans un monde dominé par les hyènes. Au loin, un mouvement attire son attention. Des hyènes, peut-être une douzaine, se déplaçant avec la coordination déterminée qui caractérise un groupe de chasse plutôt qu'une simple patrouille territoriale. Leur chef, une matriarche imposante dont les cicatrices témoignent de sa survie dans l'écosystème le plus compétitif du monde, guide son clan par des signaux si subtils qu'ils pourraient passer inaperçus aux yeux d'observateurs non avertis. Mais la lionne le comprend parfaitement. Elle sait que ces hyènes ne se contentent pas de chasser. Elles mettent en œuvre une stratégie complexe qui prend en compte les revendications territoriales des lions, les conditions optimales de chasse, le comportement des proies et la dynamique sociale du clan. Leur intelligence rivalise avec celle de n'importe quel prédateur sur Terre, s'exprimant par une flexibilité tactique et une coordination sociale qui en font des compétiteurs efficaces face à des créatures 2 fois plus grandes qu'elles. Ce qui suit n'est pas la violence explosive d'une compétition acharnée, mais la danse sophistiquée de la reconnaissance mutuelle qui caractérise la relation entre 2 prédateurs supérieurs ayant appris à coexister au fil de millions d'années d'évolution commune. Les lions adaptent leur stratégie de chasse à la présence des hyènes, tandis que ces dernières modifient leur approche pour minimiser la confrontation directe tout en maximisant leurs chances de tirer profit de toute proie réussie. Ce moment, répété d'innombrables fois chaque jour à travers le paysage africain, illustre la vérité fondamentale de la relation lion-hyène. Ils ne sont pas simplement ennemis, mais des éléments essentiels de leur réussite évolutive respective. Les lions ont développé leur structure de groupe, leurs techniques de chasse coopérative et leurs comportements territoriaux en partie pour répondre à la pression exercée par les hyènes. Ces dernières ont fait évoluer leurs hiérarchies claniques, leur système de communication et leurs stratégies de chasse persistantes, en partie pour rivaliser efficacement avec les lions. Chaque espèce est devenue le contrepoids idéal de l'autre, créant un équilibre dynamique qui a empêché l'une ou l'autre d'atteindre une domination totale. Il en résulte un écosystème où les 2 prédateurs dominants peuvent prospérer, où leur compétition stimule une innovation évolutive continue, et où leur présence conjointe crée des opportunités pour d'autres espèces qui n'existeraient pas si l'un des 2 prédateurs dominait seul. Les lionceaux jouant derrière la lionne représentent l'avenir de cette relation ancestrale. Ils grandiront dans un monde où les hyènes ne seront pas des menaces abstraites, mais des réalités quotidiennes exigeant une vigilance tactique constante. Leur survie ne dépendra pas seulement de l'apprentissage de la chasse et du combat, mais aussi du développement de l'intelligence sophistiquée nécessaire pour surpasser des créatures dont l'intelligence a été affinée par des millions d'années de pression similaire. Les jeunes hyènes qui apprennent les techniques de chasse au loin sont confrontées aux mêmes défis. Elles doivent maîtriser non seulement la mécanique de l'abattage, mais aussi les compétences sociales et tactiques complexes nécessaires pour voler les lions, se défendre contre leurs attaques et coordonner les activités du clan face à de redoutables concurrents. Les 2 espèces sont engagées dans une course aux armements évolutive où chaque avancée d'un camp incite l'autre à s'adapter. Les lions développent des techniques d'abattage plus rapides pour minimiser les risques de vol des hyènes. Ces dernières réagissent par une coordination de groupe plus sophistiquée pour déjouer leur défense. Les hyènes développent des mâchoires plus puissantes pour traiter les os plus efficacement.
Les lions ripostent par des stratégies alimentaires plus efficaces pour consommer leur proie avant l'arrivée des hyènes. Cette pression concurrentielle a donné naissance à deux des plus grands prédateurs les plus performants de la planète, chacun occupant une niche légèrement différente qui leur permet de coexister tout en se livrant une concurrence acharnée. Les lions excellents à abattre de grosses proies grâce à des tactiques d'embuscade coordonnées, tandis que les hyènes se spécialisent dans la chasse persistante et l'extraction de ressources à partir de carcasses que les autres prédateurs ne peuvent exploiter pleinement. Mais leur relation s'étend au-delà de la simple compétition pour les ressources et touche au domaine de l'ingénierie des écosystèmes. La présence des deux espèces crée un environnement de prédation complexe qui influence le comportement, l'évolution et la dynamique des populations de chaque espèce herbivore dans leur habitat commun. Les proies doivent développer des stratégies qui tiennent compte à la fois des prédateurs à l'affût et des chasseurs persistants, créant ainsi des pressions sélectives qui stimulent leurs propres adaptations évolutives. Le point d'eau où lions et hyènes cherchaient autrefois à accéder à l'eau pendant la rude saison sèche regorge désormais de vie, alimentée par les premières pluies. Mais les leçons apprises durant cette période difficile continuent d'influencer la façon dont les deux espèces abordent l'utilisation des ressources et la gestion territoriale. Elles ont appris que la coopération, aussi réticente et temporaire soit-elle, est parfois plus bénéfique à la survie qu'une compétition absolue. À mesure que le soleil monte et que les deux groupes de prédateurs recherchent l'ombre pour leur repos de midi, ils s'installent dans des positions qui leur permettent de se reconnaître mutuellement sans déclencher de conflits inutiles. Les lions choisissent un affleurement rocheux offrant une bonne visibilité et des positions défensives, tandis que les hyènes s'installent dans un bosquet d'acacias offrant à la fois ombre et multiples voies de fuite. La distance qui les sépare est calculée avec précision, suffisamment proche pour que chaque groupe puisse surveiller les activités de l'autre, suffisamment éloignée pour éviter les rencontres accidentelles susceptibles de déclencher des conflits, et positionnée pour permettre une réaction rapide si des opportunités de compétition ou de coopération se présentent. C'est un parfait exemple des négociations spatiales complexes qui caractérisent leurs relations en période d'abondance relative. Les jeunes animaux des deux espèces profitent de cet intervalle de paix pour observer leurs congénères, découvrant ainsi par l'observation directe les capacités et les limites de leurs éternels rivaux. Les lionceaux étudient la dynamique sociale et les systèmes de communication des hyènes, tandis que les jeunes hyènes analysent les formations de chasse et les comportements territoriaux des lions. Cet apprentissage mutuel crée un socle de connaissances tactiques qui servira aux deux espèces tout au long de leur vie. La chasse de l'après-midi apportera de nouveaux défis et opportunités aux deux prédateurs. Ayant appris à décrypter les signes avant-coureurs du danger, qu'il s'agisse des lions ou des hyènes, les proies ont développé des stratégies de fuite sophistiquées qui exigent une adaptation tactique constante de la part de leurs prédateurs. Chaque chasse se transforme en une partie d'échecs à trois où les prédateurs doivent déjouer non seulement leur proie, mais aussi leurs concurrents. À l'approche du soir et avec la baisse des températures, les deux groupes entament les subtils préparatifs de la chasse nocturne, qui mettra une fois de plus à l'épreuve leur capacité à coexister de manière compétitive dans l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Leur stratégie, les territoires qu'ils revendiqueront et leur succès seront tous influencés par la présence et les capacités de leurs anciens rivaux. La relation entre lion et hyène représente un phénomène unique dans le monde naturel. Deux prédateurs supérieurs si comparables en intelligence, en adaptabilité et en aptitude compétitive qu'aucun ne peut éliminer l'autre. Leur conflit éternel n'a pas produit de destruction mutuelle, mais une excellence mutuelle, donnant naissance à deux des plus grands prédateurs les plus performants de l'histoire de l'évolution. Alors que l'obscurité s'abat sur le paysage africain et que la chasse nocturne commence, le drame ancestral continue de se dérouler. Lions et hyènes évoluent dans leur monde commun, conscients que chaque rencontre peut déterminer non seulement leur survie immédiate, mais aussi leur trajectoire évolutive à long terme.
Leur conflit est inscrit dans la structure même de l'écosystème qu'ils partagent, exprimé à travers le réseau complexe de relations qui fait de la faune africaine l'une des communautés biologiques les plus dynamiques et les plus prospères de la planète. Les étoiles qui brillent sur le Serengeti ont été témoins de ce drame pendant des millions d'années, et elles continueront de l'être pendant des millions d'années encore. Car, au final, le conflit entre lions et hyènes n'est pas une guerre que l'un ou l'autre camp peut gagner, mais une danse de création mutuelle qui a donné naissance à certains des prédateurs les plus magnifiques que notre planète ait jamais connus. Dans l'obscurité, un rugissement résonne à travers la savane, auquel répond le rire sauvage des hyènes. Cette conversation ancestrale se poursuit, comme elle le fait depuis la nuit des temps et comme elle le fera jusqu'à la fin des temps. Deux voix en dialogue éternel, parlant le langage de la survie, de la compétition et de la créativité infinie de l'évolution elle-même. Voici leur histoire. Voici leur héritage. Voici la magnifique, terrible et belle vérité de la vie au cœur sauvage de l'Afrique, où ennemis deviennent partenaires dans la plus grande danse évolutive jamais chorégraphiée par la nature elle-même. Intrigué par la rivalité épique entre lions et hyènes, de quel côté êtes-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres plongées dans la faune.